Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va commencer la première partie de 3 semaines sur la QPCR. Dans cette première partie-là, je fais le pont entre la PCR et la QPCR. Puis je pense que ça peut être intéressant là, de pousser un petit peu plus la compréhension de la PCR comme telle, vraiment appliquée au laboratoire. Donc c'est pourquoi j'ai reporté l'évaluation d'une semaine. Donc on commence avec la première partie. Donc première chose super importante, ça vous l'avez fait au laboratoire, quand on veut faire de la PCR ou de la QPCR, le design de plaque est une étape absolument essentielle. Les tubes qu'on utilise en laboratoire pour faire ces expériences-là sont vraiment tout petits. Donc, on a des 0,2 ml, on a des 0,6 ml, c'est minuscule. On n'a pas assez d'espace sur chacun des tubes pour écrire la double identification du patient, la date, nos initiales, etc. On va tout écrire ça dans notre design de plaque. Donc ici, je vous montre un exemple avec une plaque qu'on utilise très, très souvent, qui est une plaque de 96 puits. Il existe des plaques beaucoup plus grosses aussi, de 348 puits. Puis il y a moyen d'en faire des plus petites aussi avec des strips de 8 puits, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est assez rare en diagnostic médical qu'on travaille avec des tubes uniques, à moins vraiment que ce soit des tests de génétique plutôt rares pour lesquels on a très peu de patients. Mais généralement, on attend d'avoir une certaine quantité de patients et puis on remplit la plaque. Donc, à moins que ce soit vraiment des trucs très, très urgents, là, comme des détections d'infection. Donc, c'est là qu'elle va être notre traçabilité. Donc, pour chacun des puits, on va identifier dans un logiciel, là, ça peut être tout simplement une feuille Excel ou quelque chose comme ça, un tableau, on va identifier là, vraiment la double identification de notre patient, la date, les références, là, ça peut être le numéro de dossier ou ces choses-là pour notre patient pour être capable d'attribuer ce résultat-là à la bonne personne. Et puis, ben, dans le titre, on va mettre la date du test, qui a fait le test, et puis c'est quoi le test, bien évidemment. Donc, une fois qu'on a notre design de plaque, c'est très important d'avoir une bonne méthode de travail pour le respecter. Donc, le design de plaque, c'est notre plan. Mais après ça, quand on arrive avec notre rack puis nos tubes dedans, les tubes vont toujours être au même endroit que sur le design de plaque pendant qu'on prépare la PCR. Donc, on met les bonnes choses au bon endroit. On les place exactement comme ça aussi dans la machine. Donc, pour chaque patient, son spot dans la plaque est toujours le même. Comme ça évite de faire des erreurs. C'est des techniques de travail. Une fois qu'on a préparé la PCR, la réaction PCR, on se rend à l'appareil, puis on fait la programmation de l'appareil. Donc, c'est relativement simple. Donc, sur un thermocycleur normal pour faire la PCR normale, il y a quelques boutons. On rentre les étapes, les températures, le temps et le nombre de cycles. Et puis, on valide notre programme à chaque fois. C'est très important pour être sûr qu'il n'y ait pas personne qui l'ait changé pour un autre, mais en laissant le même nom, par exemple. Donc, c'est notre programme PCA qu'on rentre là. Ensuite de ça, une fois que c'est terminé, bien, pour analyser les résultats, avec la PCR conventionnelle, on va devoir faire une électrophorèse. Alors, ça peut être une électrophorèse sur gel d'agarose, qui est une méthode très peu coûteuse, mais qui prend un petit peu de temps, ou une électrophorèse capillaire. Donc, c'est un appareil un peu plus coûteux, mais ça va plus vite avoir les résultats. Donc, on a vu que la PCR, dans le fond, théoriquement, le nombre d'amplicons, à partir du 3e cycle, le nombre d'amplicons qu'on fait, la séquence d'ADN qu'on veut amplifier, c'est l'amplicon, ça, notre gène qu'on veut amplifier, double à chaque cycle. Donc, théoriquement, on part avec un certain nombre de copies et on a une courbe exponentielle. Okay? Donc, en théorie, on a une courbe exponentielle de notre réaction pour finir avec des milliards de copies. Dans la réalité, ça ressemble un petit peu à ça. Et ça peut prendre un certain temps avant qu'on commence à voir la partie exponentielle. Et puis,
un moment donné, la réaction va saturer. Donc, ça va plus ressembler à ça. Alors, la première partie qui ressemble vraiment beaucoup à la version théorique, ça, c'est ce qu'on appelle la phase exponentielle. Donc, c'est collé sur la théorie. Pourquoi est-ce qu'après, ça change dans ce qu'on appelle la deuxième phase, qui est la phase plateau? Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a tellement d'amplicons, il y a tellement de petits brins d'ADN que les produits commencent à saturer. Donc, même si on les met en excès, il va manquer d'amorces, d'ADN polymérase, de nucléotides, etc., parce qu'on en a tellement. Okay? Donc, quand on fait de la PCA normale, quand est-ce que ça arrive, puis comment ça arrive pour chacun des échantillons, ça n'a pas tellement d'importance. Okay? Ici, on va mettre le nombre de cycles. Si on fait, par exemple, 30 cycles, bien, tous nos résultats ici, là, on s'entend, là, il y en a beaucoup de l'ADN. On met ça sur gel et c'est tellement concentré qu'on les voit super bien, chacune des bandes qui a amplifiées. Okay. Ici aussi, c'est les cycles. Mettons qu'on a fait 30 cycles. Okay. Puis ici, dans l'axe des Y, ça va être la quantité d'amplicons. Super. Okay. Donc, ça, c'est ce qui se passe pour vrai dans notre tube de réaction PCR au laboratoire. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Ça va être important pour comprendre la QPCR qui va être basée beaucoup plus sur le modèle de droite. Quelques mots sur les résultats qu'on va observer. Quand on fait de la PCR conventionnelle qu'on met sur gel, il y a, disons, l'expérience classique qui est très simple. On utilise une paire d'amorces super spécifique. On a un seul amplicon, donc une seule bande sur le gel d'agarose, qui est le gène qu'on veut détecter. Okay? Donc, ça va être des expériences de détection pure là, en PCR. Alors, notre résultat, c'est la présence ou l'absence d'une bande. Alors, on va toujours mettre notre échelle ici. On se fait toujours un contrôle positif, toujours un contrôle négatif. Alors, le contrôle positif ici, c'est un échantillon dans lequel on sait que le gène est présent. Notre échantillon négatif, ça va être de l'eau, biologie moléculaire, bien sûr. Et puis ensuite de ça, on mettrait les résultats PCR de nos patients, etc. Donc, si par exemple, OK, on prend un exemple, on a une bande qui amplifie à 500 paires de bases, OK, puis qu'ici, on a notre 500 paires de bases, bien, on s'attend à avoir dans le contrôle positif, à avoir rien dans le contrôle négatif, et puis, des fois, ça va apparaître. Okay? Donc, c'est une détection pure et simple. Lorsqu'on travaille en diagnostic médical, c'est plutôt rare qu'on fait ça. On va travailler avec des techniques un petit peu différentes. Donc, ici, je vous parle d'une expérience qui est relativement simple. On a une paire d'amorces, mais il y a 2 amplicons possibles. Exemple, quand on fait des génotypages. Et là, les génotypages, ça va être avec des allèles de taille différentes, comme ce que vous avez fait au laboratoire avec l'expérience PV92. Donc, pourquoi les 2 allèles sont de taille différente? Il existe une version courte du gène, donc une séquence plus petite, et une version longue du gène, alors une séquence plus longue, donc des régions qui vont se répéter. On utilise aussi ça pour faire l'identification des personnes, comme dans l'expérience CSI que vous allez voir pour la partie laboratoire. Okay? Donc, pour identifier des personnes, c'est une technique qui est couramment utilisée en sciences judiciaires dans les laboratoires. Il y a des régions dans l'ADN pour lesquelles le nombre de répétitions varie beaucoup d'une personne à l'autre. Donc, on est capable d'amplifier ces régions-là. Et puis, si on a un match, il y a une chance sur 3 millions qu'on se trompe. Donc, on considère que c'est un test
très fiable, surtout quand on compare avec un nombre très limité de suspects. Donc, ici, le résultat, ça va vraiment dépendre du génotype de la personne. Si on prend l'exemple avec PV92, on avait une version longue, une version courte. Okay? Donc, on a toujours notre échelle. Et puis là, après ça, on met les individus. Là, ici, je vais mettre P pour des patients. Okay? Donc, on regarde leur génotype. Et puis, on se fait toujours un contrôle. Donc, ici, on avait des contrôles positifs qu'on utilisait plus. Plus ici, ça ne veut pas dire positif, ça veut dire long. Okay? Donc, on avait plus, moins et moins. Okay? Donc, tout ça, c'est des contrôles positifs de ce à quoi peut ressembler un génotype. Puis, on se fait toujours un contrôle négatif. Ici, c'est de l'eau. Biologie moléculaire. Okay? L'idée du contrôle négatif, c'est de vérifier qu'on n'a pas contaminé notre master mix. Les contrôles, bien, c'est pour interpréter notre résultat. Okay? Donc, ici, là, le contrôle positif plus, ça veut dire long. Plus, moins, ça veut dire long, court. Alors, un individu hétérozygote avec les deux allèles. Et ici, on a un homozygote court, donc moins pour court. Donc, quand on a un individu homozygote, il va y avoir une seule bande. Les deux allèles sont exactement la même taille, donc vont être un par-dessus l'autre. Alors, ils vont être, par exemple, une grosse bande ici, juste une. Ensuite de ça, si on a un individu hétérozygote, il va y avoir une bande longue et une bande courte. Et si on a un individu homozygote court, on va voir une seule bande parce que les deux allèles courts sont un par-dessus l'autre sur la même taille. Dans notre contrôle négatif, on s'attend à voir absolument rien. OK, on a notre échelle ici, là, peu importe. Puis là, nos patients, bien, dépendamment de leurs résultats, on va être capable de savoir quel est leur génotype. Okay, donc, par exemple, ici, on aurait P1 qui est un homozygote plus, P2 homozygote moins, et P3 homozygote plus. Okay, donc, c'est un petit peu plus complexe comme type de PCA puisqu'on a deux bandes possibles. L'autre qui est beaucoup utilisé, c'est le PCA multiplex. Alors ça, c'est une spécialité en PCA. C'est un PCA spécialisé dans lequel, dans le master mix, dans les amorces, il n'y a pas juste une paire d'amorces. Il y en a plus qu'une. Donc, c'est sûr, il faut des amorces qui ont la même température d'annealing pour que le programme fonctionne. Et puis, le résultat, ça va être qu'on va avoir plusieurs amplicons. On va se servir de ça dans les exemples qu'on voit en laboratoire pour deux approches. Okay? La première approche, c'est un peu celle que vous avez faite avec la PCR pour détecter l'influenza A. C'est comme ça qu'on fait une détection en diagnostic médical. On a une paire d'amorces pour le virus, l'influenza A. Mais on a aussi une paire d'amorces pour un gène humain. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut voir un gène humain? Parce qu'on veut contrôler notre expérience puis être sûr que notre extraction d'ADN a fonctionné. Okay? Donc, dans ces exemples-là, influenza A et Glam-Gono, okay? Donc, quand je dis ici, là, validation de l'extraction, ça veut dire qu'on détecte un gène humain. Ça peut être n'importe lequel, ça n'a vraiment aucune importance. La seule chose qu'on veut savoir, c'est qu'on veut vérifier que notre extraction d'ADN a fonctionné. Okay? Donc, ça, c'est pour éviter des faux négatifs. Je donne un exemple. On prend un patient, on fait son PCR avec le contrôle pour l'influenza A, puis on ne détecte pas l'influenza A. Donc, est-ce que c'est parce que le patient n'a pas le virus ou est-ce que c'est parce que notre extraction d'ADN n'a pas fonctionné puis qu'on n'a juste pas extrait le matériel génétique? Okay, donc, pour vérifier ça, on va se faire un contrôle avec un gène humain. Donc, ici, ça va être un peu spécial. Okay, on a toujours notre échelle.
Dans le contrôle positif, on va avoir 2 bandes. Dans le contrôle négatif, on va avoir une bande. Okay? Donc, on va avoir une bande. Donc, on va se mettre une échelle, là, peu importe laquelle, là, ça n'a pas vraiment d'importance. Dans notre contrôle positif, on va avoir une bande qui correspond au gène humain, puis une bande qui va correspondre au virus. Ça peut être dans un ordre ou l'autre, là, okay, ça n'a pas tellement d'importance. Et dans notre contrôle négatif, on va mettre de l'ADN humain sain, non contaminé. On peut aussi, c'est pas toujours le cas, mais on peut aussi se faire un contrôle négatif de master mix, okay, avec de l'eau. Ici, on s'attend à voir rien. Mais on reçoit là, un tube d'ADN contrôle positif et un tube d'ADN contrôle négatif qui vont permettre de faire notre vérification. Alors, si ici, on se dit que cette bande-là, c'est un gène humain et que cette bande-là, c'est le virus, par exemple. Okay? Donc, si on a... Si on a un résultat comme ça ici, ça peut arriver. On a détecté juste le virus. Okay? Il n'est pas tout à fait à la bonne hauteur, là. On va essayer de le mettre à la bonne place. Okay, donc, je reprends ça, un petit peu plus joli. Voilà. Okay, donc, si on a juste ça, ça peut arriver. C'est un résultat positif. Okay? Il n'y a pas de faux positif en PCR. La bande est là, le virus est là. À moins qu'on ait contaminé, mais c'est pour ça qu'on fait des contrôles négatifs. Nos contrôles négatifs sont corrects, on est confiant. Donc, il n'y a pas de faux positif. La bande est là, le virus est là. C'est aussi simple que ça. Et puis, si après, pour un patient, on n'a rien ici, ça veut dire que cette personne-là n'a pas le virus. On est capable de l'affirmer parce qu'on voit notre bande ici qui nous confirme que l'extraction a bien fonctionné. C'est pas ça notre problème. La réaction PCR a bien fonctionné. C'est pas ça notre problème. Il n'y a vraiment juste pas le virus qui a été détecté. Okay? Donc, si après ça, on a un autre patient avec rien, okay? Il n'y a aucune bande. Ça, là, il faut le recommencer. OK? Donc, on n'a pas de bande, on n'a pas l'ADN humain. Ça veut dire que l'extraction n'a pas fonctionné ou la réaction PCR n'a pas fonctionné. On ne peut rien dire sur ce patient-là. C'est pas nécessairement qu'il n'y a pas le virus. On ne le sait pas. Okay. Donc, un autre type de multiplex que vous allez voir aussi, c'est un test qui est fait très, très fréquemment. Aujourd'hui, c'est principalement comme ça qu'on le fait, détection chlamydia, chlamydia gonorrhée. Donc, ça se fait avec un échantillon d'urine. On centrifuge l'urine, on va chercher les cellules pour obtenir notre échantillon. On fait l'extraction d'ADN et ensuite de ça, on fait une PCR. Et puis, les résultats, je vous les montre ici. C'est le même principe que pour influenza A. On va toujours avoir un contrôle humain et puis après ça, ben, on a les bandes pour chacun des micro-organismes. Donc, c'est un PCR multiplex. Il y a 3 paires d'amorces à l'intérieur. Donc, dans un contrôle positif, on s'attend à avoir 3 bandes. Donc, de mémoire, sont comme ça, là. Il faudrait que je revérifie exactement, là. Mais on s'attend à avoir 3 bandes. Une bande, celle d'en bas qui est pour l'humain, le gène humain X, là. Et puis les 2 en haut qui sont pour chlamydia gonorrhée. Ça se peut qu'on ait, pour un patient, juste une des 2 bandes ici. Okay. Puis ça se peut qu'on ait juste l'autre. Puis, ben, shoot, ça se peut qu'on ait les 2. Okay, donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc, ça se peut qu'on ait les 2. Dépendamment à quel point on migre, les 2 bandes pour les deux bactéries
peuvent être relativement proches l'une de l'autre. C'est important de migrer assez longtemps là, pour bien les séparer. Donc, c'est un exemple de PCR qu'on appelle multiplex. Okay? C'est assez fréquent et c'est très performant. Donc, quelques mots sur le Real-Time qPCR. Okay? Donc, en français, on appellerait ça la PCR quantitative en temps réel. Donc, souvent, on utilise juste l'abréviation ici qPCR pour quantitatif. Juste une petite note, c'est pas quantitatif absolu, c'est semi-quantitatif. Okay? Donc, il existe une troisième génération de PCR qui est vraiment quantitative, qu'on appelle ddPCR. Ça, je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Mais ici, le Real-Time qPCR, c'est semi-quantitatif. C'est ce qu'on appelle la PCR de deuxième génération. Beaucoup utilisé. Il y a énormément d'applications. Ça a plusieurs avantages. Donc, il faut travailler avec un logiciel, une machine qui est un petit peu plus coûteuse que le PCR conventionnel. C'est plus rapide. Et puis, un des avantages les plus bénéfiques, en fait, c'est que ça sauve du temps, non seulement parce que ça va plus vite, mais aussi parce qu'on n'a pas besoin de faire de gel. La détection des résultats, la prise des résultats se fait en temps réel dans l'appareil grâce à un fluorescent. Alors, on a pas mal toute l'info qu'on a besoin avec la détection fluorescente. On peut faire un gel aussi, là, mais ça va donner la même chose que ce qu'on avait analysé à l'ordinateur. Même des fois, les analyses à l'ordinateur vont être sont beaucoup plus précises que sur un gel d'agarose. C'est spécial comment est-ce qu'on va regarder les résultats. Ça ne sort pas sous forme de bande, ça va sortir sous forme d'un tableau de données avec des chiffres, avec des valeurs qu'on appelle les CT values ou qu'on peut appeler aussi les CQ values. C'est des synonymes, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? CT value, CQ value. Je vous montre ça sur l'image juste après. Mais c'est ça nos résultats, c'est une valeur chiffrée. Grosso modo, ça fait référence au nombre de cycles. Okay, ça fait référence au nombre de cycles. Il y a beaucoup d'applications qPCR. Donc, on va faire une petite démonstration ensemble de l'utilisation du logiciel, de l'interprétation de résultats quantitatifs, juste avec une courbe standard puis une solution en série pour que vous puissiez voir l'aspect semi-quantitatif. Mais il existe beaucoup d'applications. Je vais vous en montrer quelques-unes parmi celles-là. Okay, donc, pour détecter l'amplification qPCR, sur l'axe des X, on va toujours mettre ici le nombre de cycles. Okay, généralement, là, ça se fait sur 40 cycles, ça peut être moins aussi. Et puis, l'axe des Y, l'échelle ici ne sera pas vraiment importante, okay, parce qu'ici, c'est la fluorescence. Dans le logiciel qu'on va utiliser, c'est écrit RFU, okay, c'est la valeur de fluorescence. Okay. Donc, il existe deux types de tableaux. Le tableau qui est le plus visuel, probablement, c'est celui qui ressemble à ce que je vous ai montré au début, avec une amplification qui ressemble à ça ici. Okay? Donc, on a toujours la phase exponentielle, comme tantôt. C'est la même réaction, hein? Et puis la phase plateau. Okay? Puis ça, c'est la courbe pour une seule amplification. Okay? Donc, c'est un seul tube qui est ici. Donc, on a notre petite ligne qui est là. Okay? Le 0 va être un petit peu en haut, et c'est important. Parce que dans nos contrôles négatifs, les contrôles négatifs, on va les appeler les NTC. Okay? Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est No Template Control. Donc, un contrôle, pas d'ADN.
Okay? Donc, ici, il n'y a pas d'ADN dans ce tube-là. C'est notre contrôle négatif. Alors, le contrôle négatif, ce qu'on va mettre, c'est de l'eau biologie moléculaire dedans pour avoir le même volume. Et le NTC, ce qu'on veut, c'est qu'il donne ça ici. Donc, pas d'amplification, juste une espèce de ligne droite. Ça arrive des fois qu'il y a une petite courbe ici. On va en reparler quand on va faire l'analyse des résultats. Pourquoi est-ce qu'on a ça des fois, là, cette petite micro-simili-amplification là, ici, ce n'est pas nécessairement une contamination. Okay? Donc, le NTC, No Template Control, c'est notre contrôle négatif qu'on doit toujours faire quand on fait de la qPCR. Okay? Pour analyser les résultats, c'est quoi notre résultat là-dedans? Ça ici, cette valeur-là là, est intéressante juste en PCR normal sur un gel d'agarose. Okay? Ce qu'on appelle le endpoint PCR, donc à la fin de la réaction. Ce n'est pas le résultat qui nous intéresse. La phase plateau n'est pas intéressante en qPCR. Ce qui est intéressant, c'est la phase exponentielle. C'est ici qu'on va venir chercher les résultats. Très important d'être dans la phase exponentielle pour aller chercher nos résultats. Et c'est vraiment ici que ça se passe. Alors, pour tous nos résultats, on veut s'assurer qu'on prend la mesure dans la phase exponentielle. Et comment on prend la mesure? Avec ce qu'on appelle une ligne de base. Okay? Donc, je vais la faire ici en pointillé. En anglais, on appelle ça threshold. Okay? Donc, threshold, c'est la ligne de base en français. Quand est-ce que notre courbe croise la ligne de base? Ça, c'est notre valeur qu'on appelle CT. Ce que ça veut dire, CT, c'est Cycle Threshold ou CQ, Cycle Quantitative. OK, donc Cycle Threshold ou Cycle Quantitative. Okay, je vous montre les deux parce que dépendamment des logiciels, ça va être CT Value, des fois ça va être CQ Value. Le logiciel avec lequel on va travailler, ça va être identifié sous forme de CQ Value. Okay? Mais c'est ce point-là. Alors, c'est quoi cette valeur-là? Donc, le cycle auquel on est rendu. Alors, ici, si on se fait un exemple qu'on avait sur 40 cycles, ici, on est à peu près à 20, ici, on est à peu près à 10, fait qu'on serait là autour du cycle peut-être 13,5, mettons. Okay? Donc, ça, ce serait la valeur CT value. Okay? Donc, ça, c'est le tableau avec lequel on va travailler, c'est ça. Plus j'ai d'ADN au départ, plus mon CT value va être petit parce que ça va amplifier plus rapidement. Si j'ai pas beaucoup d'ADN au départ, okay? Si j'ai un autre échantillon, j'ai pas beaucoup d'ADN. Okay? La phase plateau, là, elle peut être en haut, elle peut être en bas, ça n'a aucune importance. Ici, ça n'a aucune importance. C'est ça qui est important. Okay? Fait qu'ici, la CT value serait peut-être à 22. Donc, ça a pris beaucoup plus de cycles avant qu'on voit l'amplification. Bref, ici, il y a moins d'ADN au départ, puis ici, il y a plus d'ADN au départ. Okay? Parce que plus on a de copies, plus l'amplification va être rapide, plus notre CT value va être petite. Okay? Donc, sur un graphique comme ça, expliqué comme ça a l'air facile, mais rappelez-vous de ça. Okay? C'est important pour l'interprétation des résultats. C'est un peu contre-intuitif. Notre valeur est plus petite, mais il y a plus d'ADN.
OK? Donc, on garde ça en tête. Alors, ça, c'est comme ça que fonctionne la qPCR pour prendre les résultats. Alors, la fluorescence qu'on utilise, c'est un fluorescent qui est un agent intercalant. Donc, il va émettre une fluorescence seulement dans l'ADN double brin. Donc, on utilise souvent le Cyber Green. OK, c'est écrit comme ça, le SYBR, qui est un des premiers développés, qui est beaucoup utilisé, mais qui a tendance à être remplacé par d'autres genres de fluorescents un peu plus performants, comme le Eva Green ou des choses comme ça. Okay? Donc, peu importe le fluorescent, là, il y en existe plusieurs sur le marché qu'on peut utiliser. Ce qui est important, c'est qu'ils émettent une fluorescence. Comment la machine fonctionne? Quand on met nos tubes, c'est super, super important de ne rien écrire sur le couvercle. Le couvercle, il est transparent, c'est des flat caps transparents. Et le laser qui va détecter la fluorescence va lire la fluorescence par en haut. Okay? Donc, c'est important de ne pas écrire sur le capuchon des tubes parce que sinon, ça va bloquer le rayon laser puis on n'aura pas notre résultat de fluorescence. Okay? Donc, il faut absolument laisser cet espace-là transparent pour que le laser fasse la lecture des résultats. Et puis, quand la machine est en train de fonctionner, quand je dis que c'est en temps réel, c'est qu'à chaque cycle, c'est mesuré et on voit à l'ordinateur notre courbe qui commence à apparaître à chaque cycle. Donc, on le voit vraiment là, au fur et à mesure que ça se passe. Je vous présente rapidement quelques nouvelles technologies de qPCR. En fait, ça fait vraiment pas longtemps que j'ai entendu parler de ça. C'est vraiment trippant. Il y a une compagnie à Ottawa qui a développé un qPCR miniature et portatif. Et puis en plus, qu'est-ce qu'il est capable de faire, ce petit mini qPCR-là? C'est de tout faire en une seule étape. Quand on parle d'un one-step, okay, c'est de plus en plus populaire sur le marché, c'est qu'on met directement l'échantillon du patient dans notre tube et puis on part le programme. Et dans le programme, il va se faire l'extraction d'ADN ou d'ARN plus le PCR, plus les résultats. Okay? Donc, ça, c'est un one step. Donc, ici, c'est du qPCR. Donc, ça peut être très, très, très rapide. Ça, c'est ce que je vous recommande de regarder là. C'est une publicité, je ne la ferai pas jouer là, dans la vidéo. Vous pouvez aller la regarder. Okay? Donc, le but, ce n'est pas de faire de la pub, c'est juste de vous montrer la nouvelle technologie qui vient de sortir. Okay? Le qPCR qu'on a au laboratoire est beaucoup plus gros et beaucoup moins cher aussi. Très performant également. On peut faire la même chose dans cette machine-là. Okay? L'avantage du miniature, c'est qu'il est portatif. On peut l'amener où on veut. Il ne prend pas de place. Cependant, il fait un patient à la fois versus notre machine plaque 96 puits qui peut faire, bon, on les fait généralement en duplicata ou en triplicata, là, mais qui peut faire une cinquantaine de patients à la fois peut-être. Bon, mettons une cinquantaine. Oui, pas mal maximum. Donc, c'est un peu ça la différence. D'avoir une grosse machine, ça reste performant. Puis si on a un 348 puits, bien, on peut faire beaucoup plus de patients à la fois. La machine est plus grosse et plus lourde aussi. Donc, c'est ça. Ils peuvent tous être one step, mais cette technologie-là est miniature portative. Donc, ça permet d'amener le test dans des endroits où c'est peut-être un petit peu plus difficile d'aller transporter un échantillon, par exemple. Donc, vous regarderez ça, c'est bien le fun. Et puis, dans les notes que je vous ai envoyées aussi, j'ai un lien sur cette page-là. Vous voyez l'image du graphique qPCR qui vient du site de Biorad. Vous avez un lien aussi. N'hésitez pas à aller regarder ce lien-là pour avoir un texte qui explique c'est quoi la qPCR. Okay? Donc, ici, c'est juste la représentation graphique de comment ça fonctionne. Vous pouvez déjà, avec ça, faire la première page des exercices de compréhension qPCR. Et puis, la semaine prochaine, on va regarder ensemble le logiciel, des vrais résultats que j'ai eus au laboratoire, qu'on va regarder comment interpréter
avec les tableaux, avec le logiciel pour voir ces courbes-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire, puis comment on fait nos petites vérifications. Donc, c'est tout pour cette semaine. Je vais vous mettre un texte aussi à lire, un petit texte que j'ai écrit là, sur la biologie moléculaire et la COVID-19 que vous pourrez aller lire cette semaine. Donc, bonne semaine!